Suis-moi, si tu veux vivre. À l'âge de 12 ans, John Connor a compris que s'il ne saisissait pas la main que le Terminator lui tendait, alors seul, il ne survivrait pas. Chers membres du jury, bonjour. La question qui m'a été soumise est la suivante. L'union fait-elle la force? Je vous le dis par avance, oui. L'union fait la force, c'est irrévocable. Avant que je m'évertue à vous persuader de la véracité de cette affirmation, il convient de poser la base de mon argumentation, à savoir ce que signifie véritablement l'union pour nous. N'ayez crainte, si la force vous interroge davantage, c'est que vous ferez bientôt partie de l'ordre des Jedi. Enfin, l'union donc. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Rassurez-vous, je vous épargnerai cette argumentation fleur bleue autour de l'amour, malgré le fait que la Saint-Valentin ait fait le bonheur des fleuristes et le malheur des célibataires il y a quelques jours à peine. Non, l'idée est plutôt de prendre une image parlante afin que vous saisissiez bien l'intérêt de mes propos. Pourquoi donc la notion de mariage? Tout simplement parce qu'elle inclut l'union de deux ou plusieurs personnes selon les ethnies. Cette conception de l'union se trouve dans de nombreuses définitions dont la majorité nous ramène à un autre terme encore, celui de groupe. En effet, bien que ces deux termes se voient leur définition similaire, la psychologie sociale, elle, préfère parler de groupe, et c'est en ce sens que nous irons. Ce domaine pose 4 critères d'appartenance à un groupe. La présence de relations interpersonnelles, la poursuite d'un but commun, l'influence réciproque et la mise en place d'une organisation. Une longue réflexion n'est pas nécessaire pour se rendre compte que chacun de ces critères se retrouve dans une simple relation conjugale, en famille, entre amis, dans un club de musique, ainsi. Il est plutôt simple d'appartenir à un groupe, ou non, plutôt devrais-je dire qu'il est difficile de ne pas en faire partie d'un. Certains s'ingénieraient à me dire, si on souhaite sortir du groupe et être seul, il suffit d'un peu de volonté et de débrouillardise. Assez courageux, je leur dis oui. Allez-y. Cassez les codes, sortez du groupe, prenez votre indépendance. Enfin, soyons réalistes. Tenez, improvisons-nous sociologues. Vous et moi sommes dans la cour d'un collège. Vous y êtes? Bien. Un étudiant sur les marches d'escalier est assis, lui sachant qu'il ne reste pas longtemps sur pied par ici. Son cartable se retrouve par terre, il a un livre entre les mains, il est timide, un peu austère, il s'appelle Valentin. Le groupe de caïds prostrés sur un banc d'en face le remarque, ces esprits turpides veulent le mettre sur le flanc, c'est pour ça qu'il débarque. Enfin arrivé à sa hauteur, il lui tire la capuche. Valentin se met debout de terreur, mais il trébuche. Les hyènes se moquent de lui et renversent son sac. Plein de haine, il se complaise dans la menace, et il laisse tout en vrac. Valentin est seul. Il est faible. Il est faible, oui, donc il est seul. Ensemble, les caïds sont plus forts de par leur nombre. Le gamin à capuche, lui, ne voit plus que son ombre. Assez. Nous en avons assez vu. C'était une brève histoire dans laquelle il y a un gamin à capuche, c'est Valentin, qui trébuche. Jamais il ne se plaint quand on le déjuge de ces sombres escaliers sur lesquels il ne pose plus les pieds. Dites-moi, quelle est la force de Valentin face à ces caïds? Je vous en conjure, ne me dites pas que sa force se trouve en lui, car c'est d'une absurdité effrayante. Ce sont les gens qui se veulent aveugles, qui disent cela pour se rassurer avant que le drame ne se produise. Bien qu'il ait une force mentale exceptionnelle, bien que sans aide sa force physique soit sans égale, il arrive un moment où, seul face au groupe, vous perdez. Oui, vous perdez alors en effet. Si Valentin avait appartenu à un groupe d'amis, ces derniers seraient venus le défendre et mettre fin aux vitupérations de ses agresseurs. Il n'y a plus de place à la naïveté. Rappelons-nous notre arrivée au collège. Nous étions bien trop jeunes à l'époque pour nous formaliser, mais 2 solutions s'offraient à nous. Soit nous restions seuls et devenions la victime parfaite des harceleurs, soit nous intégrions un groupe pour espérer survivre dans cet enfer. C'est la loi de la jungle. Si vous ne faites pas partie d'un groupe, vous êtes seul, vous êtes vulnérable. C'est ce que l'on retrouve dans le mythe du loup solitaire. Je suis par ailleurs au regret de vous annoncer que le loup n'a en réalité jamais véritablement quitté la meute, ou du moins pas de son plein gré. Après la sociologie, un peu d'éthologie. En effet, le mythe du loup solitaire est bien né de quelque part, mais il est faux, malheureusement.
Pourquoi le loup quitte-t-il la meute? Eh bien, pour deux raisons. Soit pour aller s'accoupler avec une femelle et créer sa meute, soit car il a été exclu suite à un combat qu'il a perdu. Dans ce cas-là, le loup solitaire ne l'est pas par choix. Il est en quête permanente d'une meute, d'une famille. Et ses chances de survie sont beaucoup plus élevées au sein d'un groupe que seul. Comment suis-je en train de vous dire qu'en réalité, le choix d'appartenir à un groupe ne nous appartient pas? Non, ne déformons pas mes propos. À travers cet exemple, j'ai simplement démontré que l'être humain, sociable par nature, agit comme le loup. Il n'agit que pour sa survie. Il est en quête d'une meute, d'une famille. En effet, j'ai argué que l'union faisait la force, mais je n'ai pas dit que la force était partagée par tout le groupe. Autant un individu peut souhaiter intégrer un groupe pour son intérêt personnel ou celui des autres, autant un groupe peut se former par la participation simultanée d'autres individus. C'est la question du partage de la force, du pouvoir, de la puissance. Et là se trouve une distinction fondamentale alors, celle du groupe idéalisé et celui qui ne l'est pas. Dans l'illusion populaire, tout d'abord, un nous idéal, capable de surmonter par l'action les impuissances individuelles à travers l'enthousiasme, les capacités, la mise en commun d'énergie, c'est la force, l'union fait la force. Puis il nous faut passer du côté obscur de cette force, quand le groupe n'est plus idéalisé, quand il fait peur, quand l'individu a peur d'y être malmené, d'y être entraîné malgré lui. Cela renvoie une image sale, obscure, pleine de secrets et de violence. Ça vous rappelle quelque chose, j'en suis certaine. Que ce soit dans la cour du collège ou ailleurs, un jour, nous avons tous fait le choix d'appartenir à un groupe, que ce soit pour la survie, la reconnaissance, la protection, les intérêts, la facilité. Pour certains, ce n'était pas nécessairement en s'en rendant compte. Jean de La Fontaine expose cette distinction à la perfection à travers deux fables. Tout d'abord, quand la génisse, la chèvre et la brebis décident de faire société avec le lion et que celui-ci s'accapare tout le territoire qu'ils s'étaient partagé à l'origine et use de la menace pour arriver à ses fins. Puis, dans une seconde fable, La Fontaine décrit avec habileté la sagesse d'un roi lion s'en allant à la guerre. Un des soldats propose de mettre de côté les ânes et les lièvres qui créeraient davantage de stress et de problèmes que nécessaire. Mais Jean de La Fontaine conclut sa fable en ces quelques mots justes. Le monarque prudent et sage, de ses moindres sujets sait tirer quelque usage, et connaît les divers talents, il n'y a rien d'inutile aux personnes de sang. Mesdames et messieurs, vous pourrez me donner autant d'exemples que nécessaire. Je vous répéterai la même chose. Rambo, Batman, Wonder Woman, Charles de Gaulle, Martin Luther King, qui étaient-ils? Des héros, incontestablement. Mais le seraient-ils devenus sans Samuel Trotman, Tommy Elliott, la tribu des Amazones, la résistance de la France libre, John Lewis et encore tant d'autres? Que serait un chef de guerre sans ses soldats? Dans un tableau plus noir, que serait l'élite d'une secte sans ses membres? Ainsi, la question n'est pas tant de savoir si l'union des individus est créatrice de force, non, puisque nous venons de montrer que c'est incontestablement le cas. Comme l'indique le philosophe Alain, l'union fait la force, oui, mais la force de qui? Est-ce que nous acceptons de nous unir en sachant que la force du groupe n'est portée que vers une élite? Ou bien nous est-il préférable d'intégrer un groupe où la force est partagée par tous les individus? Finalement, un rappeur le dit plutôt bien, et dans des mots plutôt simples. Comme on dit, pour réussir, il faut se donner les moyens, c'est la force de la multitude, de la stagiaire jusqu'au doyen. Car seul, on avance vite, mais tous ensemble, on va plus loin.